Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler de la Royal Navy avec son plan d'ici à 2030. Allez, c'est parti. En effet, d'ici à 2030, 2,5% du PIB vont être consacrés au budget de la défense britannique. Dans les faits, ça sera la Royal Navy qui va faire l'objet des plus grandes attentions, avec l'objectif évident de refaire de la marine britannique la plus puissante flotte européenne, ainsi qu'un acteur majeur sur le plan international, y compris dans le Pacifique. Le grand perdant reste tout de même l'armée de terre, qui sera le parent pauvre de l'armée britannique, au contraire de la Royal Navy qui va voir un grand plan de réinvestissement et de modernisation. Vu l'histoire du Royaume-Uni, ça paraît tout de même évident que ce soit la Royal Navy qui soit en première ligne. Ainsi, ces derniers mois, plusieurs programmes clés ont été lancés, ou même annoncés, pour la transformation de la Royal Navy, qu'il s'agisse du renouvellement de la flotte logistique ou de la flotte d'assaut amphibie. Les chantiers britanniques vont recevoir ou même ont reçu la commande de 18 nouvelles frégates, 6 destroyers, 6 grands navires d'assaut, 3 grands navires logistiques, ainsi que les 7 sous-marins nucléaires d'attaque et 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Après avoir admis au service ces 10 dernières années que 2 sous-marins nucléaires d'assaut de la classe Astute, 5 OPV classe River, et évidemment les 2 porte-avions de la classe Queen Elizabeth, la Royal Navy va recevoir d'ici à 2030 près de 13 frégates type 026 et type 031, 2 derniers sous-marins nucléaires d'assaut de la classe Astute, 3 nouveaux navires logistiques, une partie des 6 nouveaux LPD d'assaut du programme MRSS, ainsi que le premier des SNLE de la classe Dreadnought. Et elle ne va pas s'arrêter en si bon chemin puisque la prochaine décennie, elle va recevoir les 3 derniers SNLE de la classe Dreadnought, 5 nouvelles frégates type 32, les bâtiments amphibies restants, 3 des premiers sous-marins nucléaires de la classe AUKUS et les premiers destroyers type 83 qui vont remplacer les types 45 les plus anciens. Outre l'extension de la flotte elle-même, la Royal Navy va recevoir également de nouveaux systèmes évolués dans les années à venir, allant du laser anti-drone Dragonfly aux différents drones destinés à embarquer à bord de ces 2 porte-avions, en passant par de nouveaux missiles, y compris de croisière et hypersoniques. Oui, je sais, ce ne sont pas des porte-avions, mais des porte-aéronefs. Faisons un tour d'horizon du coup de tout cela. Commençons, une fois n'est pas coutume, par la flotte sous-marine britannique, qui sera profondément renouvelée dans les années à venir. Ainsi, le 6e sous-marin nucléaire d'attaque de la classe Astute, le HMS Agamemnon, devrait entrer en service dans les mois à venir, alors que le HMS Azincourt, 7e et dernière unité de la classe, rejoindra la Royal Navy en 2026. Si le dernier Astute n'entrera en service que d'ici à 2 ans, la conception de son successeur a déjà débuté dans le cadre du programme SSN AUKUS, rassemblant autour de la Grande-Bretagne, les États-Unis et surtout l'Australie qui doit acquérir jusqu'à 5 de ces navires entre 2035 et 2050. Oui, ça fait tout de même assez long et le programme risque d'avoir des rebondissements dans les prochaines années. Bref, penchons-nous un petit peu sur la classe Dreadnought. Au cours de la prochaine décennie, la Royal Navy remplacera ses 4 SNLE de la classe Vanguard, entrés en service entre 93 et 99, par les 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins SSBN pour l'acronyme anglophone de nouvelle génération de la classe Dreadnought. Le programme, lancé en 2011, a vu la construction du premier navire de la classe éponyme, le HMS Vanguard, débuter en 2016, suivi en 2019 par le HMS Valiant et en 2023 par le HMS Warspite. D'une longueur de 153 mètres, tout de même, pour un tonnage en plongée de 17 000 tonnes, ces sous-marins, armés de 12 missiles balistiques Trident 2 D5, qui équipent aujourd'hui les Vanguard, porteront la dissuasion britannique jusqu'en 2060. Maintenant, passons à la flotte de surface. Pour la marine de surface, les annonces récentes dessinent un effort de modernisation sans précédent depuis la fin de la guerre froide pour faire, ou plutôt surtout refaire, de la Royal Navy la plus puissante force navale en Europe et de la Grande-Bretagne une puissance maritime qui ne cédera, dans les faits, qu'aux États-Unis et à la Chine en matière de flotte de surface et de projection de puissance. Oui, ils ont de fortes ambitions. Les 2 porte-avions britanniques, le HMS Queen Elizabeth, entré en service en 2017, et le HMS Prince of Wales en 2019, seront bien évidemment les pivots centraux de cette nouvelle puissance navale. Bien que dépourvus de catapultes, ces navires de 284 mètres de long
et de 65 000 tonnes demeurent à ce jour les deux plus imposants navires de guerre non américains en service sur les océans, dans l'attente de l'entrée en service du Fujian chinois. Capable de mettre en œuvre jusqu'à 40 aéronefs, dont plus d'une vingtaine de F-35B, ils constituent les pièces maîtresses de la capacité de projection de puissance ainsi que de suprématie navale de la Royal Navy, d'autant que contrairement à la Marine nationale française, celle-ci dispose d'une réelle permanence opérationnelle. Les capacités opérationnelles de ces navires seront donc étendues dans les années à venir par l'arrivée de différents modèles de drones pour assurer les missions d'alerte aérienne avancée, de surveillance et de sûreté navale. Ces drones réduiront, de fait, l'écart qui sépare les porte-avions à tremplin britanniques et ceux dotés de catapultes et de brins d'arrêt, qu'ils soient américains, français ou chinois. Passons maintenant à la flotte d'escorteurs de 6 destroyers et 18 frégates. Un temps menacé par les restrictions budgétaires, les contraintes de ressources humaines ainsi que de la hausse des coûts d'acquisition des navires et de leur système d'armes, la flotte d'escorteurs de la Royal Navy sera finalement maintenue dans son format de 24 navires qui était le sien à la fin de la guerre froide, soit 6 destroyers spécialisés dans la défense aérienne et 18 frégates multimissions disposant de capacités anti-sous-marines et de frappe vers la terre. Ainsi, les 6 destroyers type 45 de la classe Daring, entrés en service entre 2009 et 2013, seront remplacés au-delà de 2030 par autant de destroyers lourds type 83 actuellement en phase de conception initiale. Oui, les types 45 seront déjà remplacés alors qu'ils sont tout de même assez récents. Les 9 frégates type 23 classe Duke, qui complètent aujourd'hui les types 45 pour les missions de lutte anti-sous-marine notamment, seront quant à elles remplacées par 8 frégates lourdes type 26 de la classe City, dont la première unité, le HMS Glasgow, doit rejoindre le service actif entre 2026 ou 2027. La Royal Navy a par ailleurs commandé au chantier naval 5 frégates type 31, devant elles aussi être livrées de 2026 à 2030, pour ramener le format d'escorteur britannique à 19 navires contre 15 actuellement. Toutefois, ces navires ayant été conçus à l'économie, ils sont dépourvus de capacités de lutte anti-sous-marine, laissant cette mission aux seuls 8 type 26. Ce faible armement rapproche d'ailleurs les types 31 britanniques, des FLF de la classe Lafayette française, longtemps classés comme frégates de second rang par la Marine nationale. Pour pallier à cette faiblesse, face à la remontée en puissance de la flotte sous-marine russe, Londres a annoncé la construction d'une évolution de la type 31, baptisée type 32, dotée de moyens renforcés et notamment de capacités anti-sous-marines. À terme donc, d'ici à 2035, la flotte d'escorte britannique aura retrouvé son niveau de la fin des années 90, avec 6 destroyers anti-aériens et 18 frégates, dont 13 spécialisées dans la lutte anti-sous-marine. Passons maintenant aux classes d'assaut amphibies. Depuis la vente du LHD HMS Océan au Brésil en 2018, la flotte d'assaut amphibie de la Royal Navy ne dispose plus que de 2 LPD de la classe Albion pour ses missions spécifiques épaulées par les 3 navires logistiques d'assaut de la classe B. Pire encore, ces 2 LPD de 176 mètres et 20 000 tonnes capables de projeter jusqu'à 400 Royal Marines et une soixantaine de véhicules ne sont que partiellement disponibles, faute de disposer d'équipage complet. Et on reviendra d'ailleurs sur tout cela à la fin de la vidéo. En dépit des difficultés de recrutement, la Royal Navy a annoncé le lancement du programme Multi-Role Support Ship, le MRSS, une classe de 6 navires amphibies et d'appui logistique destinés à remplacer simultanément, à échéance 2033-2035, les 2 LPD de la classe Albion, les 3 RFA de la classe B et le navire de soutien RFA Argus. Les nouveaux navires auront donc des capacités très étendues vis-à-vis des bâtiments remplacés, plus spécialisés, allant de l'assaut aéro-amphibie jusqu'au soutien logistique de la mission de projection de puissance, y compris au bénéfice des autres unités de surface. Il faudra attendre que d'autres informations soient communiquées au sujet de cette nouvelle classe pour se faire des idées plus précises du potentiel de cette approche qui est tout de même assez innovante. On remarque toutefois que le remplacement du porte-hélicoptère amphibie à pont droit, le HMS Océan, n'est pas à l'ordre du jour. De toute évidence, la Royal Navy considère que ces 2 porte-avions suffisent pour assurer ce type de mission au profit de la flotte d'assaut. Passons maintenant aux bâtiments logistiques. La flotte de surface britannique recevra à partir de 2032
3 nouveaux grands navires logistiques avec le programme FSS, le Fleet Solid Support, destiné à évoluer aux côtés des pétroliers ravitailleurs de 40 000 tonnes de la classe Tit. Ces navires vont prendre la suite du RFA Victoria, un bâtiment logistique de presque 34 000 tonnes, entré en service en 1994, notamment pour assurer le ravitaillement en vivres, munitions et pièces détachées du groupe aéronaval ou aéro-amphibie. La Royal Navy va débourser 1,6 milliard de livres pour la conception et la construction de ces 3 navires, qui devraient dépasser les 210 mètres et les 35 000 tonnes, être capable de transporter 7 à 9 000 mètres cubes de matériel et équipement et soutenir une vitesse de 19 nœuds pour rester au contact du groupe aéronaval. Ce grand plan de réinvestissement va bénéficier aussi au chantier naval britannique. Le renouvellement de la flotte britannique engendre une augmentation sensible de l'activité présente et à venir des chantiers navals du pays, qui était un temps menacé par un carnet de commandes très réduit dans les années 2000. En effet, ce ne sont pas moins de 28 nouveaux navires qui seront à construire dans les années à venir, par le plan présenté par la Royal Navy, y compris des navires de haute technicité, comme les frégates et les sous-marins, ainsi que des navires de fort tonnage pour la flotte logistique et l'assaut amphibie. Cette hausse de l'activité va également profiter aux capacités d'exportation britanniques dans ce domaine. Ces dernières années, le Royaume-Uni a remporté plusieurs compétitions majeures pour le remplacement des frégates australiennes et canadiennes avec le type 26 et la construction de frégates polonaises et indonésiennes avec le modèle 140 qui a servi de base pour la conception du type 31. Toutefois, une telle activité très soutenue, mais concentrée sur une période relativement réduite, est à double tranchant. En effet, une grande partie de la flotte britannique aura été remplacée ou modernisée à partir de 2035, ne laissant alors que peu d'activités résiduelles jusqu'à 2050 et le remplacement de ces navires. Dans ces conditions, les annonces récentes faites par la Royal Navy mettent surtout en évidence un défaut de planification dans les années précédentes qui nuit considérablement à une activité lissée et indispensable au bon fonctionnement de l'activité industrielle du pays. Des ambitions sous contrainte entre les difficultés de recrutement de la Royal Navy et la variabilité de la programmation militaro-britannique. Surtout, ces annonces semblent éviter les questions qui aujourd'hui handicapent le bon fonctionnement de la Royal Navy. La première d'entre elles est évidemment dans le domaine des ressources humaines. En effet, ces derniers mois, la Royal Navy a été contrainte, comme d'autres marines européennes, à réduire l'activité de certains de ses navires, voire à les mettre en retrait face à la crise des effectifs qui la touche, alors qu'elle perd ses personnels 3 fois plus vite qu'elle ne parvient à les recruter. C'est la raison pour laquelle 2 des 9 frégates type 23 de la classe Duke, encore en service, seront bientôt retirées du service, face à l'impossibilité de fournir des effectifs suffisants pour constituer leur équipage. Il en va de même concernant les 2 LPD de la classe Albion, en activité réduite depuis plusieurs mois, là encore en raison de problèmes d'équipage. Or, pour l'heure, aucune des mesures annoncées par l'amirauté britannique ou le ministère n'a été en mesure d'inverser cette spirale infernale qui menace de manière évidente l'exécution de ses ambitions. Quant à la volonté affichée de réduire encore davantage la taille des équipages, il ne s'agit certainement pas d'une solution efficace pour faire face à une intensification des tensions navales internationales. L'autre contrainte qui doit être prise en compte n'est autre que le manque de fiabilité des annonces faites par les autorités civiles et militaires britanniques quant à la planification de la défense du pays depuis plusieurs années. En effet, plus que tout autre pays européen, la Grande-Bretagne s'est fait une spécialité des effets d'annonces tonitruants, suivis quelques mois plus tard d'annonces contradictoires ou tout simplement répétées, venant altérer la confiance que l'on peut avoir dans le discours tenu par les autorités à ce sujet. Ainsi, il convient de rappeler que l'objectif d'atteindre un effort de dépense de 2,5% du PIB, mis en scène dramatiquement par le Premier ministre il y a quelques semaines, avait déjà été annoncé 2 ans plus tôt par le gouvernement de Boris Johnson, elle-même faisant suite, 1 an plus tôt encore, à l'engagement d'atteindre cette fois-ci 3% pris par cette même administration. De même, si la communication britannique fait état d'une flotte d'escorteurs à venir de 24 navires, force est de constater que les 5 frégates type 32 censées venir renforcer par des capacités opérationnelles supérieures les 5 types 31 à venir ne sont toujours pas commandées, au grand âme des parlementaires du pays. En conclusion, on le voit, si la Royal Navy est engagée dans un important effort de modernisation pour lui redonner une puissance opérationnelle comparable
à celle qui a été la sienne à la sortie de la guerre froide, cette trajectoire est loin d'être dénuée de questions et de certains reproches. En effet, la principale faiblesse, identifiée par la Royal Navy depuis plusieurs années, ses difficultés à maintenir ses effectifs, semblent difficilement compatibles avec un effort d'extension de la flotte, même en réduisant le format des équipages, ce qui apparaît à l'usage un choix contestable. En outre, la concentration des efforts industriels sur une période ne représentant qu'une demi-vie des équipements produits représente une évidente menace sur la pérennité de l'outil industriel. Il convient de se rappeler toutefois à ce sujet que la Grande-Bretagne s'est fait une spécialité de la vente à mi-vie de ses navires militaires pour les remplacer par des unités plus modernes. Reste surtout à voir si Londres respectera effectivement la trajectoire annoncée, ou si encore, une fois de plus, des altérations discrètes et successives viendront amputer la trajectoire et les ambitions annoncées. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.